Je suis un entrepreneur qui a grandi avec des partenaires, qui a fait grandir une entreprise. Si j'avais plus accès à servir des clients, à les influencer, à les conseiller, honnêtement, j'aurais des questions à me poser. Moi, je demande beaucoup aux gens, puis je pense, un des facteurs de succès de ma boîte, c'est la simplicité, notre proximité entre nous, laisser tomber les masques puis être le plus authentique possible. Pratiquez-vous encore ou uniquement en train de diriger l'organisation maintenant, ce qui est, à mon avis, un très gros emploi en soi, là? Personnellement, je me suis fait toujours un devoir de pratiquer et de continuer à pratiquer. J'essaie d'œuvrer dans le domaine où je suis le plus pertinent pour le client, c'est-à-dire en conseil stratégique, amorcer une transaction, trouver la cible. Je suis quelqu'un de fusion et d'acquisition. Alors, pour moi, ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, je pense que je pratique encore à peu près 40% de mon temps. Donc, bienvenue à tous sur un nouvel épisode du podcast Hypercroissance. Mon nom est Antoine Gagné. Je suis très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui pour un nouvel épisode avec Normand Therrien, fondateur et président de la direction du cabinet d'avocats TCJ. On a une histoire de croissance exceptionnelle aujourd'hui sur le podcast parce que Normand nous parle de l'évolution de son entreprise, une évolution qui date du début des années 90, c'est pour dire. Et ce qui est très intéressant avec l'histoire de TCJ, c'est qu'on est capable de voir qu'il y a eu beaucoup de piliers de croissance, ou plutôt de paliers de croissance qui se sont mis en place à travers les dernières décennies. Pour vous donner un contexte en chiffres, aujourd'hui, TCJ, c'est plus de 450 employés, 60 associés partout à travers la province et 6 places d'affaires. Une croissance qui, en grande partie dans les dernières années, s'est faite via des acquisitions. Ils ont également eu l'ancien premier ministre Jean Charest, nouvellement dans leur équipe depuis quelques mois maintenant. Donc, bref, Normand, qui est à la tête de l'entreprise depuis le tout début, n'a pas l'air de manquer d'ambition, n'a pas l'air de manquer d'énergie, même s'il est à la tête de l'organisation depuis si longtemps. C'est exceptionnel, inspirant, l'écouter parler de cette belle histoire. Donc, j'espère que, comme moi, vous allez avoir un bon moment pendant cette discussion avec Normand Therrien. Également, je voulais remercier notre partenaire qui nous a aidés pour l'événement Panel d'hypercroissance, ThirdBridge. ThirdBridge, qui est une firme d'ETI qui peut vous aider à bâtir votre logiciel sur mesure ou encore votre application mobile. C'est des amis à nous. Ils sont venus sur le podcast dans le passé. Et si vous cherchez un partenaire qui peut vous aider pour un projet de la sorte, allez voir leur site Internet, regardez leurs différents services. Je suis convaincu que vous ne serez pas déçus. Et bien entendu, avant de commencer le podcast, je vous invite à vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou encore sur YouTube. Ça peut nous faire énormément de bien pour le podcast parce qu'on veut le faire connaître. On veut que vous receviez des notifications à chaque fois qu'il y a un nouveau podcast. Également, si vous pouviez le partager sur les médias sociaux, ça peut grandement nous aider. Sur ce, je vous souhaite un excellent épisode pour ma discussion avec Normand Therrien. Normand Therrien, vous êtes fondateur et président et chef de la direction du cabinet d'avocats Therrien Couture Jolicoeur, mieux connu sous le nom de TCJ. Votre entreprise qui a été lancée en 1994 compte à ce jour plus de 450 employés et 60 associés partout à travers la province. Votre entreprise comprend également 6 places d'affaires à travers le Québec. Il ne semble pas ralentir dans ses envies de croissance. J'en veux pour preuve les 4 acquisitions que vous avez faites dans les 4 dernières années. Normand Therrien, merci beaucoup d'être sur le podcast Hypercroissance aujourd'hui. Bienvenue Antoine, merci de m'y avoir invité. Et M. Therrien, l'histoire de TCJ est assez intéressante au vu de ses nombreuses phases de croissance qu'on va discuter ensemble aujourd'hui. Mais avant qu'on en parle, avant qu'on regarde le tout, est-ce que ce serait peut-être possible de bien expliquer aux entrepreneurs, parce que c'est à peu près uniquement des entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, peut-être les différences que votre cabinet peut offrir comparativement aux autres cabinets qu'on peut retrouver dans la province? En fait, on est principalement dédié à la PME. On a grandi, on s'est développé grâce à la petite et moyenne entreprise. Aujourd'hui, de plus en plus de moyennes, grandes entreprises, compte tenu de la taille où on est rendu. On offre tous les services pour l'entreprise, pour les différentes institutions qui font affaire avec nous, que ce soit domaine du droit comme le droit de travail, fiscalité, droit des affaires, litige civil, commercial, immobilier, protection du territoire agricole, financement, droit notarial, droit municipal. Bref, c'est très varié, très complet comme offre de service auprès de notre clientèle cible, qui est la moyenne entreprise, je dirais petite et moyenne grande entreprise. Et bon, l'histoire remonte à il y a un bon bout de temps déjà et on va faire un petit retour en arrière. Donc,
Vous avez été admis au bureau, Monsieur Therrien, au barreau plutôt, en 1987. Quelques années plus tard, vous lancez votre cabinet, un petit peu par hasard. On va en parler d'ailleurs de tout ça. Mais parallèlement, vous occupiez un poste dans l'entreprise familiale et finalement, vous êtes allé voir un certain Jean Bédard qui est déjà venu sur le podcast, qui est président du groupe Sportscene, pour discuter un petit peu avec lui de son entreprise, de différents points que vous aviez à aborder. Et c'est un peu comme ça que l'entreprise s'est créée. Donc, j'aimerais peut-être qu'on retourne à ces années-là et que vous nous parliez un petit peu de la genèse du lancement de votre cabinet. En 87, je suis devenu avocat après un stage à l'aide juridique, donc absolument rien à voir avec le droit des affaires, la business. J'ai toujours été passionné par les affaires, par l'entrepreneurship pendant mes études à l'université. La famille Therrien, mon père était en affaires, en agroalimentaire, en agriculture plus précisément, en aviculture, donc l'élevage de volailles, de broilers. De 87 à 90, j'ai agi comme avocat dans 2 cabinets sur la Rive-Sud. En 92, en janvier 92, je quittais les 2 bureaux d'avocat. Je ne devais plus pratiquer le droit. Moi, je venais prendre le relais avec mon père de la gestion d'entreprise familiale. On avait des fermes d'élevage dans plusieurs territoires au Québec. On faisait de la distribution de moulées. Bref, je m'en venais prêter mes bras et ma tête à l'entreprise familiale. J'avais déjà commencé à travailler à temps partiel dans les années préalables. Et pour structurer ça, je suis allé voir Jean Bédard, qui est un gars de Saint-Hyacinthe, qui est aujourd'hui le grand patron du groupe Grandio, qui a regroupé... on l'a bien connu comme étant le grand patron de Sportscene, mais c'est devenu Grandio. Jean était une connaissance. Je suis allé le voir pour lui dire, Jean, je veux faire les choses différemment. Comment je fais les choses pour structurer les affaires que je vais faire avec l'entreprise familiale? Il m'a lancé une perche en me disant, t'as pas perdu tes compétences. Si j'ai une couple de conventions ou autre à faire pour des clients, pourrais-tu le faire? Et de fil en aiguille, puis c'est là que l'histoire est un peu surprenante. C'est que de fil en aiguille, à l'automne 92, les bureaux de l'entreprise familiale étaient situés dans la résidence au sous-sol. On accaparait complètement le sol de la résidence chez mes parents. À l'automne 92, j'ai sous-loué des bureaux avec l'entreprise familiale de Jean et de son partenaire Stéphane Maillan. Ça s'appelait Bédard Maillan à l'époque. Donc, on a sous-loué des bureaux. Et 93, je gère l'entreprise avec mon paternel, avec les employés. Mais en même temps, ma pratique du droit reprend de l'ampleur. C'est là que j'ai réalisé que j'étais un entrepreneur et non pas un avocat salarié, parce que les deux, de 87 à fin 91, j'avais pas eu un grand appétit pour, pour le service à la clientèle, ce qui m'a toujours passionné d'ailleurs et je me sentais pas stimulé. Mais en étant à mon propre compte, les heures comptaient plus, je faisais ce que j'avais le goût de faire, je le faisais parce que j'aimais ça. J'ai appelé mon chum Jean-Luc Couture, avec qui j'avais fait mon bac en droit, que j'avais connu à ma première semaine en droit. Jean-Luc s'est joint à moi le 1er mai 94 et c'est là que l'aventure de Therrien Couture, qui est devenu Therrien Couture Jolicoeur le 1er janvier 2020, a commencé. Ça fait 30 ans, on est aujourd'hui, on enregistre le podcast, on était à la mi-mai. Le 1er mai dernier, ça faisait 30 ans que Jean-Luc se joignait à moi. Donc, on a 30 ans d'entrepreneuriat. Bref, c'est le début de l'histoire, c'est le début de la genèse. Incroyable. Et bon, si je me trompe pas, au départ, vous faisiez 2 emplois, là. Vous travailliez autant avec votre père. Oui, mais faut comprendre la tâche que j'occupe aujourd'hui et celle que j'occupais à l'époque était loin d'être de la même ampleur. Alors, j'avais le temps de faire les aspects administratifs. J'étais pas... on avait, comme je vous dis, de la volaille. On élevait de la volaille, des troupeaux de 20, 25, 30 000 oiseaux un peu partout. J'étais pas celui qui était en charge de la régie. Je suis asthmatique, donc je pouvais pas aller dans les poulaillers. C'est une des raisons pour lesquelles aussi, en 98, quand mon père a eu une offre d'achat, je lui ai suggéré de vendre fortement de réaliser la pleine valeur de son entreprise. Oui, j'occupais 2 fonctions, mais les deux, la taille était modeste. On n'était que Jean-Luc et moi le 1er mai 94. On a été comme ça jusqu'en septembre avec une employée à temps partiel pour l'année suivante. Ça vous donne une idée de la taille, donc, de ce qu'on faisait. Mais on avait un désir de faire les choses différemment. On avait un étalon de mesure d'un cabinet d'avocats de la région ici qui était bien en selle depuis plusieurs générations, qui faisait principalement du droit des affaires et c'était notre étalon de mesure pour voir comment on allait progresser, comment on devait s'inspirer. Il faut toujours chercher de l'inspiration ailleurs puis mettre à profit nos propres valeurs, nos connaissances et notre réflexion sur le plan d'affaires qu'on doit mettre en place. Donc, de 94 à 98, l'arrivée d'un nouvel avocat au bureau, tout juste avant le verglas, donc fin 97, François, mon fils.
François est devenu associé le 1er janvier 99. François est un jeune qui nous avait été présenté par quelqu'un de la région. Ça a cliqué rapidement entre nous, au point qu'un an après, on lui proposait de devenir partner. Puis à l'époque, le 1er janvier 99, donc on arrive à peu près à 5 ans de partnership, Jean-Luc et moi. On partageait tout un tiers. Alors, ça a été assez facile de faire un deal avec François. Et de là, de 80, la décennie qui a suivi, la première décennie des années 2000, a été une année des années de croissance progressive, assez stable, mais à partir de Saint-Hyacinthe, continuellement avec de la croissance organique. Et c'est ce qui nous a amené en 2010 à réfléchir à l'endroit où on voulait aller, puis on s'est retrouvé à réaliser que d'attirer des ressources à Saint-Hyacinthe, ça commençait à être compliqué. On avait quand même... on se présentait comme un cabinet de la Rive-Sud de Montréal, puis il y a des candidats et des candidates qui arrivaient et disaient « Ça fait 2 cours d'eau que je traverse, le fleuve et le Richelieu. » Alors, vous êtes commencé à être loin un peu de la Rive-Sud de Montréal. Donc, on a réfléchi, puis on a pris la décision et on a trouvé un endroit sur la Rive-Sud de Montréal, sur la Pinière, tout près du complexe 630, pour SME de Saint-Hyacinthe. La première décision importante d'affaires qui a été prise, qui est intuitive, qui est entrepreneuriale, c'est-à-dire maintenant qu'on est à pleine capacité à Saint-Hyacinthe, qu'on a de la clientèle, puis qu'on a de la difficulté un petit peu avec le recrutement, d'attirer des ressources, on va aller SME. On a pris un groupe de personnes, puis le 1er avril 2011, on ouvrait notre place d'affaires de Brossard. Ça, c'est l'histoire de la deuxième décennie. En 2000, par contre, quelques années auparavant, le 1er janvier 2009, on a intégré un nouvel associé, puis là, on a revu le modèle d'affaires un peu parce que on intégrait un jeune associé, on devait modifier des éléments de la rémunération des professionnels, des associés, puis de voir comment on partageait la richesse entre nous, la richesse créée. Et juste pour bien situer l'audience, 2011, quand vous faites le déménagement à 10-30, la grosseur de l'entreprise, ça ressemble à quoi? Combien de gens vous avez? On devait être à l'époque peut-être une trentaine de personnes, maximum 35, dans un 7-8 000 pieds carrés à Saint-Hyacinthe, très densifié, avec des gens qui résidaient sur la Rive-Sud, même certains sur l'île de Montréal et qui venaient travailler à tous les jours. C'est à peu près la taille du bureau là, fin 2010, début 2011. C'est quand même impressionnant quand on y pense que vous êtes plus de 450 aujourd'hui. Donc, la décennie qui a suivi vraiment a été une décennie de croissance. Et parlons-en peut-être un petit peu de tout ça. Donc, il y a énormément d'initiatives que vous avez mis en place dans les années qui ont suivi autour de la croissance, M. Therrien, par acquisition. C'est-à-dire, vous avez commencé vraiment à ajouter plus de lignes de service à ce que vous offrez. Vous avez également acheté des cabinets qui étaient dans des endroits géographiques stratégiques où vous n'étiez pas. Puis, ultimement, vous avez même investi dans des outils technologiques. Avant qu'on aborde les différentes acquisitions, parce qu'il y en a eu plusieurs, je tiens à le mentionner, peut-être je serais curieux de vous entendre sur la réflexion. Quelle a été la réflexion au courant des années 2010 jusqu'à 2015? Vous aviez une certaine taille, vous aviez une organisation en croissance, mais de se dire là, pour la prochaine phase de l'organisation, on va aller cogner aux portes, on va essayer de grandir l'organisation en faisant l'achat de d'autres cabinets et ultimement également de d'autres entreprises techniques. On parle d'achat ou d'intégration, mais de cabinets, là, parce que je te dirais, et ça va... En fait, les entrepreneurs qui nous écoutent vont assurément se reconnaître pour certains. Il y a une partie de ça, je vous dirais 2008-2009 jusqu'à 2012-2013 qui a été faite de façon assez intuitive. Hein? On voit des opportunités. Juste le fait d'aller ouvrir à Brossard en 2011, ça nous a permis d'avoir accès à certains mandats dont on n'avait pas accès parce qu'on avait une masse critique un peu plus grande, parce qu'on couvrait plus de territoire. Donc, peut-être un niveau de crédibilité plus grand auprès des acheteurs de services professionnels qui nous disaient, finalement, ils sont probablement capables de nous servir. Quand on est, il y a quelqu'un qui m'a présenté, qui est toujours une personne qui s'appelle Éric Lazur, qui est toujours associé du bureau en 2011, après notre arrivée à Brossard, qui m'a dit, je pense qu'Éric Normand fitterait avec vous. Il y a un bureau à Saint-Jean, ils veulent l'installer à Brossard. À mon avis, vous êtes fait pour vous marier. On s'est rencontrés, puis
Très rapidement, on s'est retrouvés à la fin de l'année 2011 parce que Eric nous a dit, moi, je suis avec un partenaire qui est à Sherbrooke, Yannick. J'ai rencontré Yannick en septembre. On s'est serré la main le 1er octobre. Puis le 1er janvier 2012, je vous rappelle, le 1er janvier 2011, on avait un bureau qu'à Saint-Hyacinthe. Le 1er avril 2011, un bureau à Brossard, et évidemment celui de Saint-Hyacinthe. Le 1er janvier 2012, on avait 3 places d'affaires. Alors, il y a beaucoup d'intuition, d'entrepreneurship, de vision, de réaliser qu'en occupant ce territoire-là, en mettant ensemble des forces, des compétences, Yannick était très solide en ISO, litige, il y a Eric en financement, nous en droit des affaires, également en litige et dans le domaine agricole et agribusiness. Alors, en mettant tout ça ensemble, ça crée un pôle d'expertise plus grand, la capacité d'attirer plus de compétences, d'attirer des clients. Et immédiatement, on a vu l'entreprise se transformer. L'année 2012, on a appelé ça en 2012 Terrien Couture 2.0. Yannick et Eric ont accepté de se joindre à nous, que le brand reste Terrien Couture, parce que eux avaient un brand avec un autre partner. Il n'était pas question que ça puisse se joindre. Ils ont fait preuve d'une grande humilité, d'une grande ouverture d'esprit. On s'est pas chicané longtemps sur le nom de l'entreprise. Et comme je te dis, j'ai rencontré Yannick au début septembre, puis le 1er octobre, on se serrait la main avec Eric Lazur et lui, puis mes 3 partenaires avec qui j'étais, Jean-Philippe, François et Jean-Luc. Et donc, on a créé ça et ça a été un effet boule de neige. Et là, donc, de 2008 à 2012-2013, c'est là que je dis que c'est le pur entrepreneuriat. Tu vois des opportunités, tu les saisis. Aujourd'hui encore, Normand Terrien fonctionne comme ça. Aujourd'hui encore, j'essaie de rester l'entrepreneur intuitif. Je pense que c'est important qu'une entreprise conserve ça. Mais par contre, depuis plus de 10 ans, on s'est doté d'une réflexion stratégique. Bien avant 2010, François, Jean-Luc et moi, et après avec Jean-Philippe qui a été là pendant 5-6 ans avec nous, on prenait 2 temps dans l'année pour aller réfléchir entre associés sur comment on voyait les choses. Il y avait de l'intuition, mais il y avait quand même une préparation et qui était très de base, très simple, très agile. Puis on le faisait à l'été, puis on le faisait à l'hiver, et on tournait ça comme ça. À partir de 2012-2013, on s'est mis à avoir 2 rencontres encore de planification, de réflexion entre associés et plus organisées. C'est là que je suis arrivé en 2014 à proposer aux associés 2 choses, c'est-à-dire d'aller ouvrir un bureau sur la rive nord de Montréal, puisqu'on était bien présent sur la rive sud. On avait bien grandi très rapidement. Je donne un exemple. En 2011, on aménageait 50% de la superficie du building à Brossard. Puis en 2012, on réaménageait l'autre 50% parce qu'avec l'arrivée d'Éric, avec la croissance, ça allait très rapidement puis on avait besoin d'espace. En même temps, à Sherbrooke, on installait les bureaux en 2013 dans des nouveaux bureaux qu'on a quittés en 2023 parce qu'ils étaient trop petits. Donc là aussi, encore beaucoup de croissance en Estrie. Bref, j'ai présenté ça lors d'une rencontre d'associés en disant il y a 2 choses qu'il faut qu'on adresse prioritairement, c'est la Rive-Nord de Montréal et la technologie juridique, qui était fortement en émergence, dont on commençait à parler. On n'est pas au stade de l'intelligence artificielle, bien que ça existe, là, puis qu'il y a, mais de l'impact que ça a dans nos pratiques, dans nos vies, c'est depuis 24-36 mois aujourd'hui qu'on en entend beaucoup parler. L'automatisation d'outils dans notre domaine est assez embryonnaire, mais je suis persuadé, à ce moment-là, avec les associés, après réflexion, qu'il faut qu'on cherche à s'investir en technologie juridique. Je ferais juste une pause ici, Antoine, juste pour expliquer notre modèle d'affaires. Notre cabinet d'avocats, on l'a développé comme une entreprise. On laisse des capitaux. Tous les associés et actionnaires de groupe TCJ, parce qu'aujourd'hui, c'est un groupe qui chapeaute TCJ puis avec nos autres filiales, ont toujours accepté qu'on devait être capable de pas distribuer tous les profits annuellement, de capitaliser, de réinvestir l'argent et avec ces réinvestissements-là, de créer un effet d'entraînement. Alors, notre modèle d'affaires a toujours été le modèle d'affaires d'une entreprise qui croît, c'est-à-dire gérer ses enjeux de liquidité. On les a gérés en réinvestissant continuellement, en utilisant le crédit de façon saine, puis en acceptant qu'on pensait à long terme, qu'on allait gagner à moyen et long terme et non pas à court terme. Donc, il y a 10 ans exactement, on est en mai, j'ai eu la chance d'être présenté à Alexandre Thibault, qui était le fils de Gilles Thibault et Denise Trottier, les fondateurs de Edilex.
une entreprise située sur la rive nord de Montréal. Edilex, fondé la même année que j'ai démarré mon bureau en 92 quand j'étais seul. Des savants du droit qui avaient normé et établi des normes contractuelles et avaient une des plus grandes bases de données de contrats normés, faits d'une certaine façon, bien connue au Québec comme étant la banque de modèles en droit la plus importante. Alors, j'ai eu la chance d'être présenté à Alexandre, de voir s'il y avait de l'intérêt pour eux à se joindre à nous. En même temps, Gilles Thibault avait un cabinet d'avocats sur la rive nord de Montréal. Ça s'appelait Thibault Avocat. Donc, on faisait d'une pierre deux coups. On a commencé à discuter au mois de mai, au mois de juin. Et le 1er janvier 2015, on faisait l'acquisition d'Edilex et on ouvrait un bureau sur la rive nord de Montréal. Thibault Avocat devenant Terrien Couture avocat à ce moment-là. Donc, ça a été on a réalisé rapidement, je me souviens, c'est en 2013, fin 2013, début 2014, que cette réflexion-là était claire entre tous les associés et on l'a réalisé en dedans d'un an. Puis là, il y avait évidemment toujours de l'intuition de l'entrepreneuriat, mais il y avait une réflexion. Bien sûr. Où on veut aller, on veut le faire et qu'est-ce que ça nous apporte. D'ailleurs, on était tellement clair dans notre message à l'époque sur on est un cabinet qui est en périphérie de Montréal, mais on n'est pas sur l'île, que lorsqu'on est arrivé à aller sur l'île de Montréal quelques années plus tard, il a fallu expliquer nos décisions puis être un peu plus clair dans les raisons qui nous amenaient à aller là. Mais donc, quand tu me demandes est-ce qu'on avait un plan stratégique, on a grandi par acquisition, intégration. La période 2007-2008 à 2012, beaucoup d'entrepreneurship, d'intuition, de vision de qu'est-ce qu'on a de besoin à court terme pour. Puis après, un peu plus de planification et de réflexion. Pour aujourd'hui, en 2024, j'ai un plan stratégique qui tient sur quelques pages avec des axes à l'interne et à l'externe. Puis mais en gardant l'agilité de l'entrepreneur. Je suis président et chef de direction de Terrien Couture Gilles Caron, groupe TCJ, mais je réitère à mes membres du conseil d'administration régulièrement que je demeure un entrepreneur d'abord et avant tout. Puis ça, il faut pas que ça se perde. Et je serais curieux peut-être de rebondir un petit peu sur le thème du modèle d'affaires que vous disiez, vous laissez des liquidités pour par la suite refaire des investissements stratégiques. Quand on parle d'acquisition, donc très souvent, si on parle vraiment d'une entreprise, une entreprise qui va faire des acquisitions des fois, l'entièreté de l'équipe va venir avec l'acquisition. Des fois, on s'en va acheter une intelligence spécifique qu'il peut y avoir dans l'entreprise, un bout de logiciel, quelque chose dans ce style. Dans un cabinet d'avocats, on s'entend, on s'en va chercher du capital humain plus souvent qu'autrement. Est-ce que quand vous allez intégrer, utilisons le bon terme, ici un cabinet à votre groupe, les dirigeants de ce même cabinet suivent à chaque fois? Est-ce que ça fait partie du jeu et deviennent associés du groupe global? Comment ça se met en place? Je te dirais que tu as donné, je vais être de façon assez contemporaine. Ça fait à peu près 4 ans et demi là, qu'on est Terrien Couture Gilles Caron. C'est la fusion entre Terrien Couture et Gilles Caron Lacasse. C'est un cabinet fondé en 83 à Québec qui avait des opérations à Montréal. Évidemment, on a gardé la structure de groupe TCJ Terrien Couture quand on l'a fait parce qu'on avait un modèle d'affaires où peu de cabinets d'avocats au Québec ont. En fait, je te dirais qu'il y a 15 ans, on me disait ça marchera pas ton affaire, Normand, c'est pas le même que les avocats fonctionnent ou les professionnels, il faut sortir le cash, les profits à chaque année. Je peut-être une tête dure, mais j'ai continué à marteler, puis on était un groupe d'associés qui y croyaient profondément. Aujourd'hui, on doit en faire de quoi de bien parce qu'on est quand même le 7e cabinet d'avocats au Québec. Félicitations. Sur nos 6 marchés. Puis quand j'ai rencontré en avril 2019 Bobby, Pierre et Éric de chez Gilles Caron Lacasse, ils ont cru à ce modèle-là. Il y avait 5. Je me souviens très bien de ma présentation du 30 avril à Bobby, Pierre puis Éric. J'avais dit il y a 5 éléments clés chez TCJ. C'est 5 chez Terrien Couture qui est devenu TCJ. Tu vois comment c'est bien intégré. Ces 5 éléments-là, je peux pas les négocier. Modèle d'affaires, c'est-à-dire la capitalisation, les profits qui restent, la structure de gestion, conseil d'administration, agilité pour prendre les décisions. Tu peux pas. Il y a des cabinets professionnels encore aujourd'hui qui sont 40 actionnaires, ils prennent des décisions importantes ou des décisions d'opération à 40. Il est hors de question que je gère une boîte de 450 personnes avec une structure comme ça. On avait intégré des administrateurs externes. On en a rajouté depuis parce que ça fait grandir les discussions quand tu es juste entre professionnels
membre de ton conseil d'administration, actionnaire en plus, peut-être un petit peu de difficulté à l'élévation quand tu amènes des administrateurs externes de grande qualité, ça amène tout le monde à grandir. Une boîte, à chaque fois qu'elle grandit, elle amène des standards. Il faut que tout le monde grandisse. Ça se peut qu'il y en ait certains que tu laisses sur le quai de la gare ou avec qui tu dois avoir des discussions courageuses en disant tu veux pas passer à la prochaine étape, c'est correct, mais tu peux pas venir empêcher l'entreprise de continuer à grandir. D'ailleurs, je dis souvent qu'elle ne m'appartient plus, cette entreprise-là. Je suis le président et chef de la direction. J'ai le privilège, le bonheur et l'honneur de la diriger, mais il faut que je sois conscient et que cette entreprise-là doit continuer à se développer, que je dois pas être un frein par mon manque d'énergie, parce qu'il me manque des idées, parce que je vieillis, parce que je manque d'audace et d'innovation à empêcher cette entreprise-là de grandir, c'est la responsabilité de tous les associés et actionnaires. Alors oui, je reviens à ta question. Quand on a discuté avec Pierre, Bobby et Eric, évidemment, il y avait un groupe important d'actionnaires et d'associés de chez Jolicoeur Lacasse qui se joignaient à nous. Ça devenait Terrien Couture Jolicoeur et le capital humain était important parce que il y a des gens qui sont venus vers nous dans les dernières années pour nous demander de faire un chèque pour vendre leur clientèle et prendre leur retraite. Pas beaucoup d'intérêt si je suis pas capable d'envisager le transfert de l'expertise d'abord. Ben oui. Parce que les gens arrivent avec une expertise, puis après de la clientèle. Alors, c'est pas un modèle d'affaires, mais le modèle de fusion, d'intégration, il faut que le capital humain clé suive. Il peut y avoir des gens qui sont en phase-out ou qui sont dans les dernières années. Ces gens-là ne deviennent pas. Je pense à l'intégration de Gilbert Simard-Tremblay l'année dernière, en 2023, dans nos opérations qui étaient effectives au 1er janvier de cette année. Il y avait 2 associés qui étaient dans un mode où ils ne voulaient pas poursuivre l'aventure, mais il y avait assez de capital humain, puis les principaux leaders de la boîte qui joignaient à nous pour qu'on ait un intérêt à faire grandir nos pôles d'expertise en droit de la construction, puis en responsabilité professionnelle et assurance. Donc, de ce que je comprends, bien entendu, la clientèle vous intéresse dans une acquisition, mais la clientèle seulement sans l'expertise qui vient avec, c'est pas tellement intéressant pour vous. Tout à fait. Puis en fait, aujourd'hui, on regarde davantage une activité de prospection parce qu'on est continuellement, l'image que je prendrais, c'est que les patins nous bougent continuellement sur la patinoire. On est toujours en train de chercher des opportunités, des angles d'attaque et on les cherche en premier lieu par l'expertise. Bien sûr. Pour moi, ça, c'est nécessaire. Je donne un exemple, puis c'est peut-être un sujet que tu voulais qu'on aborde un peu plus tard, mais Imetis, en 2022, on sait qu'on a besoin d'avoir une offre pertinente en droit de l'immigration. On a essayé de démarrer, autant chez Jolicoeur Lacasse avant la fusion que chez Terrien Couture et chez Terrien Couture Jolicoeur, une unité en droit de l'immigration. Tout ce qui concerne les travailleurs temporaires. Il y a une demande énorme dans nos marchés de la part de nos clients. C'était pas, oui, évidemment, le volume d'affaires qu'avait Natacha et Imetis qui s'est joint à nous, qu'on a acquis le 7 juillet 2023. Mais ce qui était vraiment important, c'est le champ d'expertise, les perspectives de marché, l'expertise qu'elle avait qui nous permettait de venir transposer ça, outre sa clientèle, transposer ça à nos clients. Et ça fonctionne, on arrive à 1 an de l'acquisition, puis on a une très belle croissance chez Imetis dans nos marchés et on a rajouté une ligne d'expertise. Petite pause sur le podcast en cours parce que je veux vous parler d'un sujet excessivement important aujourd'hui. Je veux vous parler de la J7 Academy. Depuis plus de 5 ans maintenant, on n'arrête pas d'entendre parler de transformation numérique. On veut que nos équipes comprennent mieux le marketing, on veut que nos équipes comprennent mieux l'évolution des technologies. Et c'est pour cette raison-là que l'équipe de J7 Media, qui est en affaires depuis 12 ans maintenant, a lancé en 2021 la J7 Academy. Qu'est-ce que la J7 Academy? C'est une plateforme de formation, ou plutôt même un écosystème complet où tous les meilleurs coups, les meilleures pratiques, les meilleures campagnes de publicité que J7 a fait à travers les années sont documentées à l'intérieur d'une plateforme. Une plateforme qui, au moment où on se parle, aide plus de 150 académiciens partout à travers la francophonie. Donc, vous qui écoutez le podcast Hypercroissance, vous dirigez certainement une entreprise et vous aimeriez que vos équipes soient davantage formées aux campagnes de publicité Facebook, aux campagnes Google Ads, au email marketing. Rendez-vous au j7academy.com pour en savoir un petit peu plus. Et si, en parlant avec nos équipes, vous dites que vous venez du podcast Hypercroissance, vous obtiendrez un premier mois à 50% de rabais. Nos forfaits sur la J7 Academy commencent à 400 $ par mois. Donc, pour seulement 200 $ pour le premier mois, vous pouvez avoir accès à tous les bons coups de J7,
toutes les meilleures campagnes qui ont été faites à travers les années. Je suis convaincu que ça peut aider vos équipes et que ça peut transformer votre entreprise. De retour à l'épisode en cours. J'aimerais continuer un petit peu là-dessus parce que c'est donc intéressant. On s'entend que dans un contexte de cabinet d'avocats, dans de la prestation de service, il y a vraiment cet aspect de l'externe, bien entendu, de l'externe, je vais le dire ainsi, cet aspect réputationnel qui est très, très important, la grosseur du cabinet, les mandats qu'ils ont, les clients qu'ils ont. Est-ce qu'ultimement, on est capable de dire, M. Therrien, que plus on grandit, littéralement, il y a une prime au vainqueur qui s'installe. C'est-à-dire que si on peut faire ces acquisitions-là, grandir, augmenter le nombre d'employés, augmenter le nombre de clients, on peut de cette façon aller chercher des encore plus gros mandats à travers le temps? Et c'est évident. La première des choses, c'est quand on grandit, puis je le réitère, je l'ai dit précédemment, quand on grandit, ça exige que chacun des joueurs dans l'organisation, et peu importe le rôle qu'il a, de l'adjointe, la réceptionniste, la personne au soutien interne, du professionnel, de la technicienne, de l'associé, ça exige de tout le monde de grandir. Pourquoi? Parce que ce que tu viens de décrire, Antoine, ce phénomène d'attraction-là, ce phénomène que l'entreprise grandit, attire des talents qui veulent se joindre, des talents qui étaient ailleurs, mais qui se disent maintenant, moi, j'ai peut-être le goût. Il y a une culture d'entreprise parce qu'on a toujours, on n'en a pas parlé, là, mais on a toujours travaillé très fort à maintenir notre culture d'entreprise, de proximité avec les clients, de simplicité, d'audace, d'innovation, de vivre ensemble, de créer et ce milieu-là est attrayant et de plus en plus connu. Les gens veulent venir. Puis, on a des clients qui se disent, écoutez, vous êtes rendu avec une taille, êtes-vous capable? On a des entrées dans des entreprises qu'on n'avait pas. Alors, c'est clair, ça crée, c'est un effet. Hein. La croissance par intégration, acquisition ou ajout, Imétis, on l'a gardé parce qu'on a un modèle d'affaires en filiale complètement autonome qui gravite dans l'univers de l'écosystème de TCG, groupe TCG. C'est essentiel. Ça crée donc ces acquisitions-là, ça amène des opportunités, des gens qui nous appellent ou d'autres cibles qu'on qu'on peut approcher après dans l'exécution de notre plan d'affaires, notre plan stratégique. Et de l'autre côté, ça augmente la croissance organique façon exponentielle à chaque année. Et là, faut choisir des fois de faire un peu de tri. Moi, j'ai toujours l'expression qu'un arbre, pour qu'il soit beau, il faut qu'on fasse un élagage régulièrement. Un arbre noble, un grand arbre. Hein? Si on le taille jamais, il y a des branches qui sont un peu plus faibles, arrive du mauvais temps, puis la branche casse, il y a des dommages créés à l'arbre, puis l'arbre disparaît. Une entreprise, pour qu'elle reste pérenne quand elle grandit, surtout dans une croissance assez fulgurante comme on a eu dans les 10 dernières années. Je te rappelle, en 2010-2011, on était 30-35. Je le dis toi-même, on est rendu 457 personnes au 1er mai dernier. Donc, c'est évident que cette entreprise-là, il faut que tu améliores continuellement ton entreprise également. Donc, ta gouvernance, ta structure, tes systèmes, faut que ton cash flow suive, ton fonds de roulement suive. Il faut que tu sois capable d'avoir des gens qui partagent ta vision. Il faut que lorsque tu as pas ce partage-là, d'avoir les discussions courageuses que ça prend à l'interne, parfois, il faut avoir des discussions pour inviter des gens à quitter l'organisation, ce que j'appelle l'élagage, le faire avec humanité, le faire en disant, écoutez, ça peut pas être, mon père avait une expression, mon père qui a eu 88 ans il y a quelques jours, puis qui est toujours avec sa tête et avait une expression, faut pas que la queue mange le chien. Puis rendu dans une organisation de 450 personnes, je vous dirais le bout du poil, la queue du chien peut pas branler le chien. Donc, quand je parle que l'organisation ne m'appartient pas, faut que je sois au service de cette organisation-là. Faut que je sois celui qui est leader avec d'autres. C'est un travail d'équipe colossal. Il n'y a rien qui est fait que par Normand Therrien uniquement. Mais il faut toujours se mettre en tête, c'est moi qui est en train de vouloir imposer à l'organisation mes façons de voir ou de faire. Je peux challenger, je peux questionner, je peux vouloir ensemble que le fruit de nos réflexions nous amène ailleurs, mais je dois être capable de comprendre qu'il y a une décision collective et m'y rallier lorsqu'elle est prise pour aller dans une direction. Mais oui, l'entreprise grandit, ça a un effet. Juste présentement, le nombre d'opportunités qu'on a de croissance par SMH, par acquisition, par intégration, puis et juste dans l'exécution de notre plan stratégique. La plus grande menace qu'une organisation comme la nôtre, on a présentement, c'est de s'assurer que nos systèmes suivent, puis qu'on est capable de gérer cette croissance-là, de rester dans notre même culture et qu'elle ne change pas.
Ça, c'est Bien sûr. primordial. Et bon, peut-être on va en parler un peu des différentes acquisitions. On a parlé de Imetis qui a été acheté en 2023. Comme vous l'avez très bien mentionné, un chef de file en immigration des affaires, fait maintenant partie du groupe. 3 ans plus tôt, c'est Guy et Mouzeau, j'espère que je le prononce bien ici, qui s'est joint à vous, un cabinet spécialisé en marque de commerce. Bon, moi, je serais curieux peut-être de décortiquer le point avec vous, de se dire, on a une expertise de marque de commerce, on a une expertise d'immigration en affaires. Quelle est la réflexion de se dire, tu sais quoi, ça va être beaucoup plus long le bâtir nous-mêmes que d'aller amener ces différentes lignes de service-là au groupe. Parce qu'au final, on s'entend, comme on le dit un petit peu plus tôt, on est dans le service, c'est une expertise qu'on va offrir. On peut bâtir cette expertise-là si on trouve ces bonnes personnes-là, mais vient la contrainte de temps et peut-être d'énergie à vouloir mettre à bâtir un nouveau département. Peut-être nous parler un petit peu de ces réflexions-là. Je pense que ça peut être assez intéressant pour l'audience. Peut-être quand on a intégré Guy Mouzeau, puis on parlera d'Edilex parce que Edilex était ce qu'en anglicisme, j'ai utilisé des mots anglais, un game changer, vraiment quelque chose qui est profondément et qui teinte profondément la culture d'entreprise et de la vision qu'on a de la pratique puis de notre rôle dans le domaine dans lequel on est. Mais on avait un pôle d'expertise en propriété intellectuelle suivant la fusion ou l'intégration de Terrain Couture et de Jolicoeur Lacaze pour TCJ, mais on n'avait pas une masse critique suffisante. Des fois, c'est la masse critique pour pouvoir permettre d'avoir l'expertise. On connaissait Joanne Mouzeau et Caroline Guy depuis quelques années, autant chez Jolicoeur Lacaze que chez Terrain Couture. On avait d'excellentes relations avec ces deux personnes-là, ces professionnels-là. On a mis sur la table notre vision. Vous savez, chaque entreprise aussi qui s'intègre à une plus grande entreprise, elle a ses propres enjeux de rétention, d'attraction de clients ou d'expertise. Propres enjeux juste au niveau de la conformité aujourd'hui, quand on regarde toutes les exigences, sécurité, protection de la donnée, investissement dans les technologies, dans les choses. Donc, on arrive et on vient partager notre plan d'affaires, nos outils, notre écosystème à un pôle d'expertise comme ça et ça accélère beaucoup notre croissance. En droit des affaires, il y a eu de tout. Moi, je suis un passionné de la business. Je pratique depuis 37 ans en droit des affaires. Et c'est comme ça que on a pu développer tranquillement la plus grande unité d'affaires du cabinet. L'ADN est fortement marqué par le droit des affaires chez TCJ. Mais il y a des fois comme Imetis où on avait essayé avec des jeunes professionnels de grande qualité de grandir, mais on n'avait pas la masse critique d'expertise, masse critique de clients. Et là, on était dans ce qu'on appelle les points de souffrance en croissance qui étaient très lourds. Puis, à chaque fois que tu avais quelqu'un qui quittait, on l'a essayé, je donne un exemple, en service externe RH, puis on n'est pas encore présent, on en fait à la demande. Et on a essayé, on n'a jamais été capable de percer en le faisant par notre propre croissance. Je pense que ça va passer si on veut être crédible ou on veut aller dans cette direction-là par une acquisition, parce qu'il faut aller chercher l'expertise et la masse critique pour après ça aller jouer des synergies puis pouvoir grandir. Puis maintenant, on veut pas trop perdre de temps, là. Non. Puis quand on a fait l'acquisition, je reviens à 2014, quand il y a 10 ans exactement, j'étais en discussion. Edilex, il y avait le modèle de formulaires commerciaux, c'est-à-dire tous les modèles de contrats bien connus par à peu près tous les professionnels, autant en notariat qu'en droit au Québec, même une collection en anglais en common law. Mais ils avaient, en 2012, décidé de créer un logiciel d'automatisation de rédaction contractuelle. Et ce logiciel-là était tourné dans le domaine des appels d'offres, spécifiquement un peu plus pour la santé. Et quand je vous dis que ça nous intéressait au niveau des technologies juridiques, ce qui nous a attiré beaucoup, c'est qu'Edilex avait commencé à avoir des programmeurs qui travaillaient avec les avocats à faire en sorte que on puisse accélérer le travail parce que on est bien conscient, on est plus conscient aujourd'hui que jamais qu'il y a plein d'outils technologiques qui font en sorte que ce qui prenait des fois 2 heures à faire, tu fais ça en un clic puis c'est réalisé aujourd'hui. De juste penser à nos transactions bancaires qu'on fait en ligne versus moi, il y a 40 ans où j'allais au guichet à la caisse faire mes transactions. Alors, on intègre, on achète Edilex qu'on laisse en filiale. On a la capacité de faire le chèque parce qu'on a une culture d'entreprise qui accumule long.
des capitaux, on a la capacité d'aller lever le financement nécessaire et de faire et de mettre la mise de fonds. Et on intègre une boîte qui est profitable, qui a une vision et qui est en train de développer un logiciel. Aujourd'hui, on a développé d'autres produits et juste dans le domaine où ils avaient débuté en 2012. Donc, à la fin de l'année, ça fera 10 ans qu'Edilex appartient à Groupe TCG. Je donne un exemple. En 2017, la Ville de Montréal nous a déclaré solution unique, donc pas d'appel d'offres. Il nous a octroyé l'automatisation de tous ces appels d'offres, donc notamment l'arrondissement Ville-Marie, le plus important contrat de l'histoire d'Edilex. Et ce qu'un approvisionneur faisait avec l'aide de différentes personnes dans d'une semaine ou 4 jours, un contrat pour un appel d'offres pour le déneigement de l'arrondissement Ville-Marie, à titre d'exemple. Aujourd'hui, dans 1 heure, 2 heures, c'est complété, révisé, risque d'erreur juridique. Donc, on voit les gains de temps sont évidents. Aujourd'hui, on a pratiquement 15 programmeurs qui travaillent à temps plein avec une quinzaine de professionnels à développer les logiciels. Des logiciels, on vient de lancer un nouveau logiciel, Prio, qui adresse toute la gestion de la relation propriétaire-locataire dans le domaine résidentiel. On a lancé d'autres produits pour d'autres outils de rédaction technologique et l'année dernière, le Centre d'acquisition gouvernementale a lancé un appel d'offres. On a été le seul soumissionnaire. Oh wow. Ça représente plus de 60% des achats du gouvernement du Québec et c'est nous qui avons obtenu le contrat pour les 7 prochaines années, 5+2, pour automatiser tout leur processus d'appel d'offres et de gestion d'octroi des contrats qui sont gouvernés par la LCOP, la loi sur les contrats des organismes publics. Et j'aimerais parler un petit peu d'Edilex ici, juste pour être bien certain de comprendre le modèle d'affaires d'Edilex. Peut-être on commençons là-dessus ici, M. Therrien. Est-ce que vous pouvez expliquer à l'audience qu'est-ce que Edilex et par la suite, je vous poserai ma question. Je pense que ça va être plus simple. Edilex, aujourd'hui, c'est une business qui réalise ses revenus 85% de ses revenus en software as service, en service de logiciels qui est rendu disponible à l'entreprise en revenus récurrents. Donc, je deviens client chez Edilex, j'achète le logiciel ou j'intègre le logiciel, puis je paye ma licence une fois par année et je l'utilise. Donc, on a vraiment un modèle qui est complètement différent. On facture pas des honoraires. On a un pôle d'avocats et d'avocates qui viennent en service client. C'est inclus dans le coût de la licence annuelle, que ce soit une entreprise privée ou une entreprise publique, peu importe le client chez nous. Puis aujourd'hui, le modèle d'affaires, c'est, je vous dis, pas loin de 90% même des revenus qui sont des revenus récurrents provenant aux outils technologiques qu'on a développés, qu'on a adaptés, qu'on a fait grandir au fil des années. Et là, l'endroit que j'aimerais rebondir, parce qu'on s'entend, on a une ligne qui est SaaS à notre gauche, Software as a Service, comme vous l'avez dit. Mais là, de l'autre côté, vous gagnez, vous, des mandats, des appels d'offres, où est-ce qu'il y a un aspect un petit peu technologique des fois avec des gouvernements. À quel point vous êtes capable de mixer un petit peu l'intelligence de Edilex? Antoine, je te coupe là parce que c'est vraiment c'est notre logiciel qu'on vient vendre, puis on a la proposition, c'est comme software as service avec des licences, un volume de licences important et des coûts de mise à bord de l'information qu'ils veulent qu'on utilise. Donc, il y a 2 pôles. Il y a un pôle qui est récurrent puis un pôle qui est un honoraire traditionnel déterminé pour un arrimage entre leurs besoins et notre logiciel pour pouvoir le créer leur propre environnement. Mais après, c'est en revenu récurrent. Donc, que ce soit la Ville de Montréal, que ce soit le Centre d'acquisition gouvernementale, que ce soit à peu près dans la santé, on est presque à 100% de tout organisme dans la santé au Québec qui utilise nos logiciels municipal, dans l'éducation et j'en passe. Là. Bref, on est très, très présent. Et c'est toujours sur notre modèle SaaS. Incroyable. Et bon, j'aimerais parler un petit peu de votre rôle, M. Therrien. Il y a beaucoup de gens qui dirigent des cabinets d'avocats qui pratiquent encore. Pratiquez-vous encore ou uniquement en train de diriger l'organisation maintenant, ce qui est, à mon avis, un très gros emploi en soi, là? Je sais pas si c'est si vrai ce que tu dis, Antoine, qu'il y a beaucoup de gens qui dirigent des cabinets de la taille où on est rendu qui pratiquent. Je connais pas beaucoup la pratique des leaders des autres cabinets concurrents ou qui sont dans le même univers que le nôtre. Personnellement, je me suis fait toujours un devoir de pratiquer et de continuer à pratiquer.
J'essaie d'œuvrer dans le domaine où je suis le plus pertinent pour le client, c'est-à-dire en conseil stratégique, amorcer une transaction, trouver la cible. Je suis quelqu'un de fusion et d'acquisition. Alors, pour moi, ça, c'est essentiel. Et aujourd'hui, je pense que je pratique encore à peu près 40% de mon temps. Donc, je réussis à équilibrer. J'ai un garçon qui est VP Finance dans une organisation, puis il me dit souvent la blague que j'occupe 2 fonctions, que j'ai 2 jobs à temps plein. Tout à l'heure, on abordera peut-être des éléments plus de ma vie personnelle. Je suis obligé d'admettre que quand je regarde où je suis, la passion que j'ai depuis 30 ans pour l'entreprise dans laquelle je suis, plus de 30 ans, fait en sorte que tu fais des choix. Mais je pratique à peu près 40% de mon temps. Quand je regarde mes statistiques, quand je regarde mon temps consacré. Mais le conseil d'administration m'a demandé au cours des dernières années d'agir comme président chef de la direction, donc de me sortir des opérations et d'être plus dans le mode stratégie, processus de croissance, là où, de toute façon, je pense que j'ai le plus d'attributs, la capacité de conclure des transactions, d'approcher des gens et de faire en sorte que les choses arrivent. Donc, il y a un comité de direction, je préside un comité de direction de 7 personnes, m'incluant. Il y a un conseil d'administration à qui il y a une gouvernance agile avec des comités du conseil. Alors, bref, on est excessivement bien structuré au niveau opérationnel sur le terrain en mode finance, TI, com et autres, ce qui me permet de me dégager du temps. Il y a un chef d'exploitation chez nous, un chef du capital humain, un chef financier, il y a des chefs de pratique. Donc, on a vraiment travaillé notre gouvernance, notre structure, notre ossature, on l'a fait évoluer pour qu'on soit capable d'adresser la croissance, ce qui me permet d'avoir le temps sur les éléments principaux. C'est-à-dire nos filiales, TCG, Imetis, Edilex on règle, les processus de croissance en cours, soit par SMH, nouveaux marchés dans les services professionnels, nouveaux marchés territoriaux. Alors, c'est le mandat que j'ai et j'équilibre ça à peu près 60-40. Intéressant. Puis Antoine, si ma job devait faire en sorte que je ne pouvais plus pratiquer parce que ce qui est mon énergie, ce qui est ma drive, ce qui vient, tu sais, je suis un entrepreneur qui a grandi avec mes partenaires, qui a fait grandir une entreprise, c'est le client. Et si j'avais plus accès à servir des clients, à les influencer, à les conseiller, quand tu as la confiance de quelqu'un qui te demande ton avis, puis que tu l'amènes à prendre des décisions et que ça amène un succès ou que la business grandit chez ton client, honnêtement, j'aurais des questions à me poser. À quel des deux emplois? Ah, c'est beau. À l'heure actuelle, les deux vivent, mais j'ai la jeune soixantaine, je viens tout juste d'avoir 60 ans, je me poserais la question, qu'est-ce que je veux faire le plus longtemps à partir de maintenant? On sent la passion ici. On sent clairement la passion, M. Therrien. Et bon, peut-être que cette passion est contagieuse parce que en janvier dernier, M. Therrien, c'est Jean Charest, ancien premier ministre du Québec, qui s'est joint comme associé au groupe. J'imagine, au final, ça doit être une certaine fierté pour vous d'avoir un ancien dirigeant de province, littéralement, se joindre à vous. Comment ça s'est mis en place, tout ça? Ben, c'est une fierté pour tous ceux qui sont là le 31 décembre dernier, puis tous ceux qui sont dans la boîte. Évidemment, les associés, les actionnaires. C'est sûr que quand on réalise que ça fait 30 ans que Jean-Luc s'est joint à moi, Jean-Luc Couture, puis qu'on a grandi avec d'autres associés partenaires, ça amène une reconnaissance de tout ce qu'on a réalisé. Jean nous a approchés en novembre. Il y a un Yannick, mon associé de la région de Sherbrooke, qui connaît Jean depuis fort longtemps. Il a été approché par un conseiller financier à Jean, un comptable, pour voir si on avait un intérêt. Il était chez McCarthy, il a 65, il a une obligation de quitter le partnership dans cette société-là. Il voulait continuer à être actif. Quand on devient conseil dans une grande boîte, on est moins dans on est moins dans le cercle d'influenceurs puis le cercle des gens qui font arriver les choses. Je comprends très bien ça de sa part. C'est un gars qui est encore en pleine santé, toutes ses facultés. Alors, il a approché, Yannick s'est fait approcher. Je me souviens, j'étais avec Imetis à Paris quand Yannick m'appelle, puis évidemment, il est 6 heures plus tôt ici, puis il me dit, je viens de finir une première discussion, c'est sérieux. Et c'est vraiment sérieux. Alors, le 8 décembre, j'ai rencontré Jean avec Yannick, on a dîné en tête à tête.
rapidement vu qu'il y avait des choses possibles. Il adhérait à 100% à notre modèle. Il avait le goût d'être là. Il avait le goût, comme c'est son expression, d'être skin in the game. Ouais. Donc, d'être partner, d'injecter de l'argent. Et il a fait sa revue diligente. Et lors de notre première rencontre collective avec Jean, c'est-à-dire on avait une réunion d'associés, une rencontre qu'on tient, ce qu'on appelle le sommet aux 18 mois, à Lake Placide à la fin janvier, quand il y a quelqu'un qui a posé la question, parce qu'on a une période d'échange entre actionnaires associés, posé la question à Jean, mais pourquoi avoir choisi TCJ? Ben, il dit, c'est unique. Honnêtement, un modèle d'affaires qui est unique, une énergie, il y a une capacité de grandir, il y a une volonté claire de vouloir continuer cette progression-là de façon ordonnée. Je peux juste saluer ça, puis j'ai le goût de venir y contribuer pour les 5 à 10 prochaines années et donner Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. C'est une belle reconnaissance, je pense, pour tous les gens qui ont porté ce projet-là, qui était Rien Couture Jolicoeur, groupe TCG et l'ensemble une belle reconnaissance de ces années-là. Puis évidemment, personnellement, ben, tu te pèses un peu. Ben oui. Tu te poses la question. Et tu dis, voyons, on est rendu là. Alors, c'est le clin d'œil ici, mais ça prend beaucoup d'humilité. Il y a des gens qui... Jean est un personnage, il est exceptionnel en passant avec tout le monde dans l'organisation. Il est d'une simplicité, d'une approche, il est d'une générosité. Il y a des gens qui m'ont gentiment demandé tu dois bien avoir Jean dans l'univers. Tout à fait. Pour moi, grandir, c'est d'avoir des gens qui sont des gens d'exception autour de nous. Il y en a plein dans l'organisation. Il n'y a pas de béni oui chez TCJ. Alors pour moi, ça amène encore une fois l'obligation de continuer à grandir. La journée où on a plus de difficultés à continuer à grandir dans une organisation, faut accepter de le nommer. Il y a toujours un rôle pour quelqu'un dans une organisation. Puis, et pour moi, c'est excessivement stimulant pour les mois et les années à venir, ce qu'on pourra réaliser tous ensemble, incluant Jean. J'en doute pas. Et bon, qu'est-ce qui vous attend pour les 12, 24, 36 prochains mois? De la croissance encore? Des acquisitions? Oui, je pense qu'il y a des choses qui nous attendent d'abord et avant tout de continuer à consolider à l'interne nos systèmes de gestion parce que la boîte a bien grandi, continue de bien grandir. Il y a des projets, on a des projets d'acquisition évidemment qu'on peut pas nommer, on est sous des ententes de confidentialité, mais est-ce qu'on annoncera des choses d'ici la fin de l'année? Peut-être. Faut jamais... Je me souviens d'avoir annoncé en 2022 un regroupement avec une firme en propriété intellectuelle, une autre firme, puis c'est pas arrivé. Alors aujourd'hui, je me garde toujours une petite gêne. Tant que c'est pas fini, c'est pas fini. Mais oui, les pieds, je vous rappelle, les patins sur la glace bougent continuellement chez TCJ. On a un plan stratégique. On approche des gens. Il y a des gens qui nous approchent. On regarde les opportunités. On regarde si les expertises nous permettent d'offrir plus à notre clientèle, si le marché nous permet d'être plus présent auprès des clients. Donc, on est sur ces projets-là continuellement. Puis, je pense qu'on devrait être en mesure de continuer à respecter notre ADN, qui est grandir de façon organique et par acquisition. Et bon, des petites questions personnelles pour terminer. Vous semblez vous tenir à l'affût de beaucoup de choses. Quelles sont les lectures peut-être qui vous aident à rester concentré, focus sur tout ce qui se déroule dans le monde des affaires, dans le monde légal dans lequel vous opérez? Est-ce que vous avez des livres, des lectures spécifiques que vous faites souvent? Des lectures spécifiques ou des livres, comme je te disais en préparation du podcast, ça vient un peu avec le fait que j'ai comme 2 jobs à temps plein. Je suis redevenu papa pour la 5e fois à l'été 2021 d'une petite popoune qui s'appelle Romy qui aura 3 ans en juillet de cette année. Je reviens de vacances au mois d'avril. J'avais amené un beau roman que j'ai laissé sur ma table de chevet. J'ai pas tourné une page. Alors, je concentre mes lectures sur tout ce qui est actualité économique, actualité internationale, l'influence de ce qui se passe un peu partout. L'arrivée de Jean vient aussi augmenter la connaissance parce qu'il fait une revue complète. Il est une machine, je vais le dire comme ça, de captation de l'information et des principales tendances. Donc, j'essaie d'être autant au niveau d'actualité
québécoise, canadienne, nord-américaine. Ce qui se passe aux États-Unis est très important pour ce qui se passe ici. Avec l'Europe et l'Asie, les facteurs géopolitiques comme les facteurs des mouvements de fond comme l'intelligence artificielle. Bref, une lecture générale, rien en particulier d'un média. J'ai la chance d'avoir aussi mon associé Jean-Luc Couture, que j'ai toujours considéré comme un érudit qui fait, lui, une chasse plus pointue, qui me partage énormément d'articles. Donc, c'est un peu comme ça Puis évidemment, je suis président de conseil d'administration de sociétés externes à la boîte. Dans les domaines dans lesquels on pratique, j'ai occupé beaucoup de toutes les fonctions, ou à peu près, il y a 30 ans, j'étais tout seul avec Jean-Luc, donc j'ai de l'intérêt pour le marketing, de l'intérêt pour les RH, de l'intérêt pour la logistique ou les TI. Bref, rester à jour dans ces domaines-là par une connaissance générale, mais rien de pointu. Puis malheureusement, j'ai pas de romancier. Là. Je lisais beaucoup quand une fois que tes enfants sont devenus jeunes adultes, quand tu pars en vacances, tu décroches avec un bon roman. Aujourd'hui, depuis 3 ans, et avec la croissance de la boîte, j'aurais pas d'ouvrage à recommander à personne ce matin. Et la routine, vous nous disiez tout à l'heure, vous avez une routine spécifique, je serais curieux de l'entendre. Je manque de temps pour faire tout la course à pied. Moi, je suis un alcoolique, premièrement, Antoine. Ça fait 21 ans que j'ai pas bu d'alcool. J'ai déjà pesé 235 livres, j'en pèse à 170. Et j'ai changé mon hygiène de vie. Donc, pour moi, l'alimentation, sans être un gourou de l'alimentation, mais de savoir ce qui nous donne de l'énergie, ce qui nous en enlève. Essayer de faire 3 à 4 sorties de course à pied. Aujourd'hui, j'ai fait des marathons dans le passé, plus pour maintenir. Au début de la soixantaine, clair qu'il faut que je travaille au niveau musculaire, donc si j'étais capable d'intégrer ça. Puis, dans la routine, il y a beaucoup de temps en famille. Mes parents sont toujours vivants. Je suis devenu grand-papa. J'ai une jeune fille. Fait qu'il y a beaucoup de temps consacré à la famille et loisirs en famille. Je te dirais, c'est ce qui, présentement, crée l'énergie, crée la dynamique, les ondes positives. Puis, une hygiène de sommeil, c'est important. J'ai eu des périodes dans ma vie où j'ai eu plus de difficultés à dormir. J'essaie d'identifier ce qui m'empêche de dormir pour le régler le plus rapidement possible parce que le sommeil nous permet, si on est en manque de sommeil, c'est difficile de pouvoir avoir le goût de projet donc, cet équilibre-là est très important. Fantastique. Monsieur Terrien, merci énormément d'avoir été avec nous aujourd'hui. Si on veut en savoir un petit peu plus sur vos services, si on veut peut-être travailler chez vous, meilleur endroit pour vous rejoindre? Le site web, Terrien Couture Joli Cœur, TCG, c'est le meilleur endroit pour nous découvrir, pour postuler. Il y a une zone qui est faite pour les gens qui ont de l'intérêt à joindre à notre cabinet. Puis j'ai une adresse courriel qui est sur le site web s'il y a des gens qui veulent m'écrire puis qui veulent discuter avec moi. Je suis toujours ouvert à rencontrer des gens qui ont la même passion des affaires. Fantastique. On mettra des liens dans les notes de l'épisode. Normand Terrien, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Et pour les gens qui nous écoutent, on se dit à bientôt pour un prochain épisode du podcast Hypercroissance.